décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais d'avoir, qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant, suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur parce qu'il y avait des plans machiavéliques visant à prendre une partie de notre territoire national. C'est ça la vérité. Et donc, face à cette dure réalité, on n'avait pas d'autre choix que de jouer la diplomatie au maximum. Et je crois que ça nous a réussi. C'est aussi une autre arme, la diplomatie. Vous ne devez pas la redouter. Lorsque le président Obama, que je respecte, dit ce genre de choses, mais bien sûr, il a été le président de la première puissance mondiale. Forcément, quand vous dites ça à un Américain, il va vous dire, mais non, mais défendez-vous, parce que c'est le réflexe qu'un Américain aurait. Cherchez votre solution vous-même. Il a raison. Maintenant, c'est à ça que nous travaillons. Mais en même temps, nous avons des amis. Et quoi de plus normal que de solliciter ces amis lorsque nous sommes en difficulté pour leur dire, mais attendez, vous voulez venir faire des affaires ici, mais le mieux à faire serait de nous aider d'abord à recouvrer la paix, la sécurité, la stabilité. C'est même bien pour vos propres investissements, vos propres intérêts. Donc, je ne trouve pas du tout d'inconvénient à avoir privilégié la diplomatie, parce que dans mon entendement, la guerre, pour moi, elle est inutile, surtout entre Africains. Quand on est entre frères africains, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous les Africains. Nous avons des défis à réaliser, à relever. Pourquoi est-ce que nous devons nous regarder en chien de faïence, vivre en ennemis, alors que nous sommes voisins pour la vie? Pour la vie. Ces pays ne se déplaceront jamais, les populations encore moins. Donc vivons plutôt en nous regardant en frères, en construisant des ponts, plutôt qu'en construisant des murs. C'est ça mon entendement. Et donc je ne pouvais pas être préparé à la guerre. J'ai été surpris, mais Dieu merci,
j'ai pu trouver les moyens, mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer les capacités de notre armée. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé, c'est vrai. Il y a beaucoup de recrues en formation, il y a beaucoup de commandes qui ont été passées. Enfin, nous sommes en train de monter l'armée en puissance. Il y a des réformes, encore d'autres réformes qui vont arriver, parce que nous avons compris que la République démocratique du Congo, avec ses 9 voisins et les opportunités qu'elle peut offrir, est susceptible d'être l'objet de convoitises, et convoitises pouvant parfois amener certains à des dérives. Et donc pour ça, nous devons nous défendre et apprendre à bien le faire. C'est à ça que j'ai travaillé, que je continue à travailler avec le gouvernement, et ça se passe bien, Dieu merci. Touchons du bois pour que cela continue. Nous allons prendre une autre question dans la même thématique, diplomatie, sécurité. Pas besoin de vous mettre debout, hein, comme M. Anissé tout à l'heure, hein, je vous vois. Alors, je tiens à le rappeler, le chef de l'État est vraiment là, à votre entière disposition. Il répondra à toutes vos questions sans tabou. Mais pour permettre, en tout cas, à ce que beaucoup de gens puissent participer à cet exercice, prière, s'il vous plaît, respectez les consignes, pas de commentaires, pas de conseils, vous pourrez le faire peut-être plus tard. Allez tout droit à la question et surtout pas des sous-questions, pas une question à plusieurs volets. Madame Ange Kassongo, Reuters. Bonjour Monsieur le Président, Ange Kassongo pour Reuters. En parlant de processus de paix, Monsieur le Président, nous avons suivi qu'il y a eu l'accord de Washington l'année dernière, il me semble. Et ensuite, le processus de Doha, qui finalement a switché pour aller en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est? Pourquoi ça bloque? Et si on devrait se projeter dans 5 ans, par exemple, qu'est-ce que le peuple congolais pourra tirer de ce processus de paix sous la houlette, notamment de Washington? Merci. Merci, Madame Ange. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me demandez tout le temps de lire l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. La question d'Anissé aussi était de dire quand est-ce que la guerre se terminera. Mais non, n'oubliez pas que c'est un conflit qui date de 30 ans. Madame, je ne vous apprends rien. Pendant 30 ans, notre pays a été spolié, déstabilisé et complètement désorganisé, désarticulé. L'histoire nous dira s'il y a eu des complicités internes au sommet des institutions pour faciliter cela. C'est un autre débat. Pour revenir à ce que vous dites, à vos questions, je dirais le processus d'abord de Doha, c'est vrai, vous avez utilisé le terme dévoyé, je crois. Non, il a switché, vous avez parlé de switcher, c'est toujours le processus de Doha. Attention, ce n'est pas un nouveau processus. Simplement, on a évité d'amener les délégations à Doha parce que vous connaissez la situation dans la région avec l'Iran et la crise qu'il y a en ce moment. C'est pourquoi, par mesure de prudence, les Qataris avaient souhaité que la Suisse reprenne la main, mais rien que pour offrir son territoire n'avance pas. Je pense qu'elles avancent, parce que nous avons trouvé un accord sur le cessez-le-feu, même s'il n'est pas respecté par la partie adverse. Nous avons également trouvé un accord sur l'échange de prisonniers et aussi sur l'ouverture des voies humanitaires. Je crois que si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il nous reste 5 autres points qui sont beaucoup moins importants et qui vont nous conduire petit à petit à l'issue des discussions. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que ne vous en faites pas, c'est normal. Comprenez cette difficulté à conclure les choses, parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que le Rwanda vit sur l'économie de la République démocratique du Congo en pillant nos ressources. Donc, son économie qu'il s'est affairé à raconter partout qu'il est le fruit de sa bonne gouvernance n'est en fait qu'un leurre.
son économie reposait sur le pillage de nos ressources. Voilà pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour lui d'arrêter cette manœuvre, étant donné qu'il la faisait, cette manœuvre, avec des complicités internationales, parce que ces ressources pillées en République démocratique du Congo étaient écoulées sur certains marchés. Mais aujourd'hui que toutes ces portes se referment, c'est ce qui explique évidemment ce que vous voyez là, son agitation. Parce qu'il sent l'étau se resserrer de plus en plus sur lui. Et moi, je vous dis, je suis convaincu que nous aurons un aboutissement heureux. Quand, je ne sais pas, parce que les négociations, on sait comment ça va, des fois ça marche, des fois ça s'arrête, ça se bloque parce qu'il y a eu tel incident sur le terrain, ou enfin il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais une chose est certaine, et elle nous a été dite d'ailleurs aux États-Unis, après que l'on ait apposé nos signatures, nous avons engagé l'honneur et l'image des États-Unis. Et les États-Unis n'accepteront pas que cet honneur et cette image soient souillés. Nous sommes libres de refuser de nous engager, de refuser de respecter nos engagements, nos signatures, mais nous ne serons pas libres de subir la colère des États-Unis, sa déception vis-à-vis du renoncement de nos engagements. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait clair. Et je pense aussi que c'est tout à fait normal de la part des États-Unis que nous avons sollicité pour cet accord de paix, de se dire, mais enfin, vous avez voulu venir à Washington signer un accord de paix, vous devez le respecter, parce que personne de vous n'a été contraint de le faire. Vous êtes venu en toute liberté, vous vous êtes engagé, alors maintenant il faut le respecter. C'est ce qui explique les sanctions que vous voyez tomber depuis un certain temps. Et que j'encourage d'ailleurs, parce que nous les demandons depuis 2022, depuis le début de la guerre, de cette agression. Nous réclamons ces sanctions, et aujourd'hui, c'est chose faite, ben, tant mieux, pourvu que ça dure comme ça, parce que notre objectif, c'est de recouvrer la paix, la stabilité et surtout l'intégrité de notre territoire. Alors, je pense qu'on peut passer à une autre thématique, hein, mais si jamais il y a une question dans la thématique diplomatie et sécurité qui n'a pas été posée, ne vous en faites pas. Il y a une dernière rubrique où on va peut-être rattraper tout ça. Il y aura d'autres questions d'actualité. D'accord ? Alors, on évolue quand même. On passe à la thématique politique et gouvernance. Vous avez des questions sur la politique et gouvernance, Monsieur Moulegua ? Allez-y. Monsieur Moulegua, allez-y. RFI. Et puis, je reviens par ici. Merci. Vous allez parler, madame. Pascal Moulegua de Radio France Internationale et président élu de la presse internationale en RDC. Monsieur le Président, je vous ai suivi, vous avez dit que la réflexion autour du changement ou de la révision de la Constitution ne peut pas être interdite. Sortons de la réflexion parce que votre camp a déjà pris une position, je peux même dire officielle. Pour votre camp, vous n'avez plus des mandats, mais plutôt des missions. Monsieur le Président de la République, seriez-vous tenté de toucher aux fruits interdits du troisième mandat, parce que vous êtes censé ne plus être au pouvoir après 2028? Merci. Oui. Bon, d'abord, Monsieur Pascal Moulegua, lorsque vous venez dans un débat sérieux, il ne faut pas amener les slogans. C'est tout à fait normal. Vous voyez, en campagne électorale, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est un peu ce qui se passe aussi. Mes partisans, c'est tout à fait normal qu'ils vantent et qu'ils amènent leurs arguments avec des slogans. Ne prenons pas ça en compte. Ne prenons pas ça en compte, c'est vraiment de l'ordre de la distraction, du débat, en fait. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a à la fois une question qu'il faut se poser et une autre chose qu'il ne faut pas faire. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir, avons-nous le droit, oui ou non,
de nous pencher sur notre Constitution et de l'examiner pour voir si elle entre bel et bien en ligne de compte de nos visions. Vous savez, M. Moulegua, en politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques, femmes politiques, et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Je ne dis pas, je vous laisse définir dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que la responsabilité que les Congolais m'ont confiée n'est pas de m'arrêter à ce que je vais faire pendant le mandat. Qu'est-ce que je vais préparer pour eux, sans forcément être là, mais qu'est-ce que je vais préparer pour mon successeur? Qu'est-ce que je vais faire pour que celui qui va me succéder ou celle qui va me succéder ait aussi la facilité? Parce que moi, je vous dis, moi, je me mettrai à la disposition de mon successeur. Je n'irai pas prendre les armes contre lui. Et à la disposition de la République. Je vais m'effacer pour lui faire vraiment toute l'honneur, tout l'honneur qui lui revient, mais je serai là dans l'ombre, prêt à servir dès qu'il ou elle a besoin de moi. Et donc, je pense que c'est dans cette optique qu'il faut regarder les choses. Qu'est-ce qui est bien pour nous dans cette Constitution? Faut-il la garder ou pas? Qu'est-ce qui nous interdit de nous pencher dessus et regarder cela? C'est ça. Alors la chose qu'il ne faut pas faire, c'est de lier cet exercice à un troisième mandat. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Il ne faut pas regarder notre pays aujourd'hui comme un verre à moitié vide, il faut le regarder comme un verre à moitié plein et se poser la question de comment faire maintenant pour continuer à le remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons réussi à sortir le Congo du trou noir dans lequel il était. Aujourd'hui, on parle du Congo partout dans le monde. Et ce n'est pas nous, Congolais, qui le disons. Ce sont les étrangers, on les entend, ils disent le Congo est de retour sur la scène internationale. Et d'ailleurs, notre participation, par exemple, au Conseil de sécurité, tout ça démontre que nous jouons aujourd'hui un rôle actif. Nous sommes dans beaucoup de forats. On m'a reproché cela en disant que je voyage, mais vous voyez que ce n'était pas des voyages de villégiature, c'était plutôt des voyages nécessaires. Et moi, je ne demande qu'à rester dans mon pays et à vivre heureux auprès des miens. Donc, oui, moi, je suis pour l'analyse, prendre des experts qui vont étudier cette Constitution parce qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Et cela ne doit pas être lié à un troisième mandat quelconque. Je serais heureux de terminer mes 2 mandats en laissant ce pays sur de bons rails, surtout en lui léguant la paix. Mais si les Congolais me demandent de revenir au front, je suis à leur disposition tant que Dieu me donnera l'énergie nécessaire. Donc vous comprenez que pour moi, si changement, révision ou tout ce qu'il y a doit se faire, ce ne sera jamais sans consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum. Merci, Excellence, Monsieur le Président. On continue des questions sur la politique et la gouvernance. Une dame, Madame Amina Biwan, télévision. Monsieur le Président, au mois de juillet de l'année dernière, vous aviez tenu un conseil des ministres où vous avez fustigé que la ville de Kinshasa était sale.
des mesures avaient été annoncées. Des mesures avaient été également annoncées par rapport à la sécurité routière. Les taxis-motos ont été interdits d'accéder aux axes dits dangereux. Mais aujourd'hui, 10 mois plus tard, il y a une sorte de statu quo. Les taxis-motos, il y a beaucoup de problèmes de ce statu quo. On a comme le sentiment qu'on ne vous écoute pas beaucoup au sujet de l'insalubrité dans la ville. Ma question, le problème, ce sont les hommes ou les textes et les sanctions? Alors, si vous le permettez, je vais prendre des questions qui ont été laissées sur mes réseaux sociaux parce que quand j'ai Non, malheureusement, on l'a bien dit. Juste une, s'il vous plaît. Laissées sur les réseaux sociaux par... ça va dans la même thématique? Oui, ça va dans la politique de la ville? Bien sûr, bien sûr. Alors, une question rapidement. Juste une sur la centaine que j'ai eue. Vicky Odia dit ceci: quand vous passez avec votre cortège et vous voyez des millions de Kinois à pied, qu'est-ce que vous vous dites, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Bon, souvent d'ailleurs, quand je passe avec mon cortège, les milliers de Kinois à pied me saluent. Je ne sais pas ce que je dois me dire. Est-ce que je dois être triste ou heureux? Moi, je suis heureux de saluer mes compatriotes quinois. Je crois que vous voulez faire allusion au transport. Ça, je le sais. On en voit des fois comme ça, surtout en temps de pluie, lorsque les rues sont inondées et que des gens sont obligés de marcher de longues distances, etc. Je suis le premier à le regretter, mais c'est pas un phénomène nouveau à Kinshasa. Vous devez comprendre que cette ville a longtemps été laissée sans urbanisation, sans politique d'urbanisation. Et vous avez tout ce que, donc c'est-à-dire les embouteillages, l'indiscipline routière, vous avez toutes ces conséquences à cause du fait qu'on a laissé grandir cette ville sans urbanisation. On est passé de un peu moins d'1 million d'habitants dans les années 60 à près de 20 millions d'habitants aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en l'espace d'une cinquantaine d'années, à peu près, on a explosé, la démographie a explosé à Kinshasa sans être accompagnée par une politique de ce sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons d'extension de la ville, parce que nous comprenons que vivre sur l'espace dans lequel nous vivons aujourd'hui devient impossible, intenable. Mais en même temps, il faudrait accompagner tout cela des mesures. C'est pas que nous croisons les bras. Rappelez-vous, il y a peu, il y avait une mesure qui avait été prise qui imposait le sens de la circulation pendant un temps, pendant quelques heures de la journée, dans une certaine direction, et après, vers la fin de la journée, on imposait la direction contraire. Nous avons pensé, après analyse et travail avec des experts, même en Conseil de ministres, on a reçu ces experts qui nous ont expliqué que c'était possible et que ça pouvait marcher. Donc, malheureusement, l'expérience n'a pas abouti, n'a pas été heureuse, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous croiser les bras. Aujourd'hui, il y a quelques milliers d'agents complémentaires qui sont en train d'être formés et qui vont venir à la rescousse des agents de circulation, les policiers habituels, pour essayer, surtout dans les carrefours, parce que c'est là que commencent vraiment les embouteillages, et essayer comme ça d'aider à désengorger ces points d'engorgement. Donc, par là, je voulais vous dire que nous ne croisons pas les bras, nous faisons des efforts. Mais c'est une situation qui nous tombe dessus, parce que c'est l'accumulation de plusieurs années comme ça de non-action, donc d'inaction. On est resté sans politique réelle de la ville, et voilà les conséquences. Aujourd'hui, nous avons au gouvernement des ministres de la ville dans l'objectif, justement, dans le but de pouvoir résoudre ces choses. Mais sachez-le, elles ne vont pas se résoudre en une traite, donc il faut prendre un peu de temps. Alors,
Au sujet de la salubrité ou l'insalubrité, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis le premier à m'offusquer vis-à-vis de ça. Le gouverneur, je ne sais pas s'il est parmi nous, il peut vous dire combien à chaque fois je lui demande une mise à jour de la situation de la salubrité ou de l'insalubrité dans Kinshasa. D'ailleurs, il y a une réunion qui est prévue entre lui et moi parce que je veux savoir qui sont les nouveaux partenaires qui ont signé un contrat avec la ville et quel est leur niveau d'efficacité, quels sont leurs objectifs poursuivis et comment ça va se passer. Nous avons aussi des pourparlers que j'ai menés personnellement sur des partenaires qui vont venir nous aider au ramassage, au traitement et au recyclage des déchets, avec tout ce qui s'ensuit comme retombées économiques. Donc ce sont des politiques qui prennent du temps pour être mises en place, mais je peux vous garantir que je ne reste pas insensible à cela. Et lorsque mon cortège passe dans la ville de Kinshasa, ou que lorsque je reçois même un homologue, un éminent homologue dont je sais par exemple que sa ville est nettement plus propre et plus belle que la mienne, je me sens vraiment touché et gêné de voir tout ça. Donc je ne vais pas rester insensible, je suis à l'écoute et au suivi de tous les progrès et des efforts qui sont faits. Alors, il y a beaucoup de... Monsieur Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dans un premier temps, j'aimerais, au nom de l'UNPC Kinshasa, vous remercier de votre implication dans nos deux requêtes la fois dernière, concernant votre implication dans la liberté retrouvée de Sanis Jakera. Ah, okay. Et notre congrès de l'UNPC qui a pu trouver écho à la demande qui était faite. Donc, ces journalistes de Kinshasa, qui sont plus de 4000, vous remercie. Et nous pensons que ce type de rendez-vous pourrait se répéter pour que nous puissions échanger avec vous. D'accord. Question par rapport à votre famille politique, l'Union Sacrée. Il se constate qu'il y a comme un malaise permanent depuis que le nouveau secrétaire permanent est installé. Pourquoi vous rigolez? Allez-y, monsieur Kassamba. Parce qu'il ne semble pas être en bon terme ni avec les leaders, Augustin Kabouya, Jean-Pierre Bemba, Bahati. Et surtout, nous aussi, nous n'avons pas la lisibilité sur l'orientation pour vous aider à consolider la démocratie dans notre pays. Alors, question, et quand est-ce que Monsieur le Président pourra mettre un peu de l'ordre dans sa famille, l'Union Sacrée, parce que entre la cohérence que vous venez de nous présenter et ce que nous vivons au quotidien, c'est un peu compliqué. Merci, Monsieur. Bon, vous comprenez que c'est quand même une question de cuisine interne et que ce n'est pas ici le lieu d'étaler les plats et autres recettes qu'il y a dans cette cuisine interne. Je comprends ce que vous dites et le moment venu, j'inviterai les uns et les autres autour de moi à venir discuter de ces conflits permanents. Je ne sais pas comment vous les avez appelés là, mais rassurez-vous, c'est une situation qui est tout à fait inhérente à toute organisation humaine. Par moment, il y a des tiraillements. L'essentiel ici, c'est de ne pas couper le fil, le cordon ombilical. Il faut rester soudés, unis pour le même objectif et non pas regarder son propre nombril. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci quand même pour la question, Jean-Marie, parce que
je pensais que vous auriez été beaucoup plus virulent. J'ai l'impression que vous commencez à approcher de la retraite, là. Dans le social. On n'est pas encore dans le social. Attendez, la thématique sociale arrive. Nous sommes encore en politique et gouvernance. Monsieur Alain Irung. Radio Okapi. Bonjour, Monsieur le Président. C'est Alain Irung de Radio Okapi. Monsieur le Président, quand vous passez, les Quinois vous saluent, mais après votre passage, c'est le déluge. Parce que pour eux, rentrer à la maison, c'est un véritable parcours de combattant. Vous avez ici les efforts que vous faites. Et on a malheureusement le sentiment que plusieurs décisions du Conseil des ministres, où on suit que le président a donné telle injonction, a recommandé ceci et cela, ne sont pas suivis. Prenons le cas des embouteillages. Pour la plupart, ce sont les ministres qui sont ici, qui prennent le sens contraire et qui ne montrent pas l'exemple à la population. Quelle est votre réaction? Mais je ne sais pas. Je pense que j'ai été très clair une fois. J'ai déjà fait cette communication en Conseil des ministres au sujet d'emprunter les voies en sens contraire. Je ne sais pas si vous avez des cas précis, mais la prochaine fois que vous en avez, veuillez bien noter la plaque. Et si vous avez même vu le visage du ministre ou de... Bon, voilà, même le fait de bâcher les plaques est interdit. Ce fait est interdit. Donc, mais si jamais vous avez la chance ou l'occasion de voir le visage du ministre ou de la ministre, n'hésitez pas à me donner son nom. Il va quitter le gouvernement immédiatement. Alors, ils ont été prévenus, ils le savent. Alors, au sujet des assignations, je voudrais ici demander votre indulgence. Vous savez, des fois, et je comprends, hein, je ne vous le reproche pas du tout, vous fonctionnez, et c'est normal, comme si nous étions un pays en situation normale. Nous sommes un pays en guerre, ne l'oubliez pas. Et je vous l'ai dit ici, nous avons fait énormément d'efforts, nous avons mobilisé énormément de ressources. Aujourd'hui, je pense, je parle sous le contrôle de la Première ministre, que les premières ressources, les ressources les plus élevées aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est l'armée. Et donc, il se fait que certaines assignations ont du mal à être atteintes parce que nous sommes obligés de faire des coupes budgétaires pour prioriser d'abord principalement l'armée. Mais nous avons aussi de gros imprévus comme les érosions, comme les inondations. Vous avez vu à 2 reprises ici à Kinshasa, nous avions connu de grosses inondations et nous avons dû parer au plus pressé en intervenant auprès de nos compatriotes pour mettre à l'abri nos compatriotes qui n'avaient plus de maison, qui étaient à la belle étoile, et on n'allait pas les laisser dans cette situation-là. Il fallait mobiliser les ressources. Et là, il faut faire des sacrifices. Donc, on prend... on met tous les moyens, évidemment, au service des sinistrés. Et malheureusement, on doit reléguer d'autres priorités après celle-là. Donc, voilà. Mais de toutes les façons, nous suivons la situation avec la Première ministre. Les assignations qui ont été données, à un moment donné, nous allons reprendre le tout pour voir qui des ministres concernés les a atteintes ou pas. Et nous en tirerons les leçons, évidemment, quand il faudra refaire un remaniement. Voilà. Alors, au fond, là-bas, je vois... Monsieur Innocent Olenga, scoop.rdc. Merci beaucoup, Innocent Olenga, des scooprdc.net. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Innocent. J'ai juste une question courte et puis un message pour vous. Pas de message, s'il vous plaît. Si tout le monde va dans les messages... C'est très important, Madame Tina, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question, ça sera un court message. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, là, vous avez dit que vous êtes très ouvert au dialogue. Si, aujourd'hui,
l'ancien président Joseph Kabila sollicitait de vous rencontrer personnellement. Serez-vous favorable à sa demande ou vous allez la rejeter? Et si c'est oui, qu'allez-vous lui dire en face en les regardant dans les yeux? Et si c'est possible, votre commentaire sur les sanctions américaines lui infligées. Le message est simple. Lorsque cette conférence de presse a été annoncée, j'ai reçu beaucoup d'appels émanant de Lusambourgville. Ils m'ont dit, si vous y êtes conviés, passez ce message au président de la République. Depuis votre avènement à la tête du pays, aucun gouverneur de province, de Stéphane Moukoumadi, en passant par Gilles Lodi, Victor Kitenge, pour revenir à Gilles Lodi, aucun d'eux n'a construit ne serait-ce qu'une toilette. Tous les bâtiments laissés par les Belges sont déjà écroulés et rien de nouveau n'est construit. Lusambourgville n'a bénéficié d'aucune réalisation, ni du projet des 100 jours, ni du projet Tilé-Gelou, moins encore des PDL 145 territoires. Par 2 fois, vous êtes allé au Sankourou, mais malheureusement, votre Excellence n'a pas été à Lusambourg. Pourtant, chef-lieu de la province et ancienne capitale du Grand Kasaï, dont l'histoire avec l'UDPS est très liée du fait que l'un des pionniers de l'UDPS, Joseph Ngalula Mpandangila, était né à Lusambourg. Les Lusuvillois implorent votre attention pour leur ville. Merci. Merci. Mais vous avez oublié de préciser, Monsieur Innocent, si mon prédécesseur me demandait de le voir où, au Congo ou ailleurs. Bon, d'abord, s'il sollicitait vous rencontrer, peut-être les lieux, c'est vous qui allez les déterminer. Mais où? Est-ce qu'il est prêt à venir à Kinshasa? Mais votre Excellence peut l'autoriser pour qu'il ne soit pas inquiété. Prêt à venir. Non, mais écoutez, trêve de plaisanterie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le premier à regretter cette situation, qui pour moi est un vrai gâchis. Nous avions réussi, lui et moi, lui particulièrement d'ailleurs, à obtenir la première alternance pacifique et démocratique dans notre pays. Après 60 ans, hein, 58 ans, 60, on était à quel moment là? On était en 2018, 58. Donc, c'était historique. Et nous n'avions pas le droit de cracher sur un tel héritage. Malheureusement, aujourd'hui, les générations à venir retiendront que celui qui a été un acteur clé dans cette alternance pacifique et démocratique a aussi été le fossoyeur de cette belle œuvre. Je me rappelle qu'en 2024, après une intervention chirurgicale en Belgique, j'avais tenu un point de presse, une interview, et j'avais déjà dénoncé ce fait. Il y a eu un tollé, mais vous oubliez que le président de la République est quand même, si pas le mieux informé, en tout cas très bien informé. Et ce fait, nous le relevions depuis déjà fin 2023, au moment où le FCC avait levé l'option de refuser de participer aux élections. Nous savions déjà à cet instant-là
que leur but était en fait d'empêcher la tenue des élections. Parce que ce qu'ils font après n'avait pris que du retard. L'objectif premier était d'empêcher la tenue d'élections en 2023 et de contraindre le gouvernement à un dialogue. Exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et vous le savez d'ailleurs, mon prédécesseur est sorti clandestinement du pays. Or, jusque-là, avant cela, à chacun de ces déplacements, il ne manquait pas de me le faire savoir. Nous avions un canal par lequel il me faisait parvenir ces messages. Et là, il est parti, j'étais surpris. D'ailleurs, je l'avais invité à mon investiture en janvier 2024. Et vous avez vu, il m'a répondu via sa porte-parole et à travers les réseaux. C'est là que j'ai su qu'il était parti pour un cursus en Afrique du Sud et sans crier gare. Donc, vous comprenez que moi, je suis le premier déçu parce que je comptais évidemment sur cette alternance pour la brandir comme un exemple de démocratie, de stabilité, d'alternance, de pacifique, de tolérance, en fait, tout ce qu'il y a dans la démocratie, afin évidemment de consolider la nation, les communautés. Mais il a choisi de prendre un autre chemin et cela ne pouvait pas rester sans conséquence. La justice s'en est saisie. Là encore, j'avais entendu un tollé, surtout au moment de lui dessaisir de son immunité. Mais aujourd'hui, curieusement, puisque l'Amérique a pris des sanctions, ça y est, tout le monde a l'impression comme ça, donne l'impression de se réveiller d'un profond sommeil en disant « Ah, mais c'était vrai, donc cette histoire, le président avait raison. » Mais je ne suis pas un menteur, je ne peux pas jeter l'opprobre gratuitement comme ça sur quelqu'un qui en fait a même fait du bien à la République en acceptant de s'effacer et de laisser l'alternance se réaliser. Pourquoi le ferais-je? Au nom de quel principe? C'est quelqu'un qu'il fallait au contraire protéger et prendre soin de lui, le mettre en exergue, parce que d'autres nations, d'autres pays pourraient avoir besoin d'une telle expérience, d'une telle sagesse et voir comment est-ce qu'ils pourraient aussi aider ailleurs. Mais malheureusement, il a pris ce chemin, donc je suis le premier à le regretter. Je n'ai aucun autre commentaire à faire là-dessus. Les sanctions américaines, elles se justifient sûrement parce que les Américains ont constaté ce que moi j'avais constaté depuis longtemps. Il ne faut pas prendre les Américains pour des enfants de cœur. Ces gens, ils savent peut-être même mieux que nous ce qui se passe dans notre pays. Donc, ils le savaient. Ils le savaient. Et comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, ils sont à la manœuvre pour amener la paix parce qu'ils ont besoin d'investissement, de créer des chaînes d'approvisionnement avec la République démocratique du Congo. Ils voient en tout individu qui entraverait cette démarche comme un empêcheur de tourner en rond, comme un ennemi à la fois de la République démocratique du Congo, mais aussi de leurs intérêts. Et donc, quoi de plus normal que d'en arriver là? Mais bon, je ne suis pas américain, je n'étais pas dans leur secret au moment des faits, mais ça ne m'étonne pas, ces sanctions ne m'étonnent pas. Alors, quant à Lusambo, oui, je regrette infiniment, surtout que au moment des élections, il était prévu cette étape-là, mais malheureusement, vous savez, aux élections, il y a souvent des imprévus, et donc je n'avais pu m'arrêter qu'à Lodja. Et avant cela, j'étais venu à Lodja et j'étais à Tchumbe pour des raisons précises. Et je n'avais pas pu aller non plus à Lusambo. Parce que, malheureusement, évidemment, ces provinces-là sont vraiment totalement en délabrement avancé. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai initié le programme des 145 territoires. C'est pour relever nos territoires, essayer de sortir le monde rural de ce délabrement avancé et inquiétant. Et les efforts vont continuer. Ils ont commencé, on va continuer. Moi,
je fais une petite critique d'ailleurs sur cette décentralisation-là qui avait amené à créer ces nouvelles provinces. Nous voyons qu'elle a été faite sans vision réelle de la situation, parce qu'il y a des provinces aujourd'hui créées qui sont non viables, il faut le dire clairement, qui n'ont même pas de budget, qui fonctionnent sans budget, vous vous imaginez. Donc ils président comme ça aux destinées d'un bon nombre de nos compatriotes, mais sans budget, sans gouvernail. Bon, c'est des choses que nous avons trouvées, nous essayons évidemment de parer à toutes ces réalités, mais ça prendra du temps, comprenez-le. Nous avons un pays continent. Nous avons un pays continent qui est très peu intégré dans ces... de mettre sur pied. C'est pour faciliter cette intégration nationale qui va nous permettre, évidemment, qui va permettre la libre circulation des biens et des personnes, qui va nous permettre de pouvoir soutenir des économies locales, provinciales, et donc d'aider grâce notamment à des instruments comme le programme de développement local de PDL 145, nous aider justement à revitaliser ces coins et recoins qui sont totalement à l'abandon, totalement isolés. Voilà, donc c'est ça que nous faisons au quotidien. Et dites de ma part à nos amis, nos frères de Lusambo, que j'ai compris cette remarque. Elle n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. Il n'est pas trop tard. J'ai encore une mission jusqu'en 2028. Et je ferai tout ce qu'il faut pour arriver cette fois à Lusambo. Alors, en Lingala? Après, un instant, attendez. On va bientôt passer à la rubrique sociale et économie. Mais peut-être deux dernières, on repêche des gens en politique et gouvernance. Monsieur Osé Manzanza, Top Congo. Merci beaucoup. Il faut se battre pour avoir la parole, c'est compliqué. Non, il ne faut pas se battre. Osé Manzanza pour le compte des Top Congo. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez développé tout à l'heure l'idée de vous présenter ouvert pour toute réflexion autour de la Constitution. Mais on va se rappeler que l'ancien opposant que vous étiez, devenu président de la République, s'était opposé justement à tous ceux-là qui s'est montré ouverts pour des débats autour de la Constitution, pas de troisième mandat pour Kabila, vous étiez vent debout. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que la population va vous offrir un troisième mandat qu'ils ont refusé à Kabila, par exemple? Merci. Deuxième question, c'est autour de la convocation du dialogue. Une seule question. Une petite question. L'opposition vous accuse justement d'utiliser la guerre pour des fins politiques, de politiser la guerre pour vous maintenir au pouvoir. Vous aménagez un lit du glissement. À quand la convocation du dialogue national inclusif ici au pays avec les acteurs des opposants non armés? Respectez les consignes, s'il vous plaît. Une seule question. Oui, donc vous revenez encore sur cette... Pourtant, elle avait déjà été posée... sempiternelle question de la Constitution. D'abord, vous devez savoir qu'avant de devenir président et donc vous devez savoir que je suis de l'UDPS. Et qu'en 2006, souvenez-vous, l'UDPS avait dit que si elle arrive au pouvoir, cette constitution sera... Or, là, j'arrive au pouvoir, je ne dis pas que je vais la dégager, j'ai dit on va se pencher dessus. Parce que depuis que je suis à la tête de ce pays, je me rends compte des entraves qu'il y a. Notamment, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, nous parlons ici du partenariat avec les États-Unis. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés et 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. Et on va condamner tout un pays, toute une nation, pour faire plaisir à ces 2 pelés et 3 tondus. Vous voyez, le problème de la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, ce sont ces sachants ne sachant.
En fait, en d'autres termes, on les appelle les nonsologues. Ce sont eux qui pourrissent la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les choses vont parfois vite. On amène des débats qui n'en ont pas le sens parce que ceux qui les amènent n'en ont même pas l'expertise. Le fait de regarder une constitution pour se poser la question simplement de savoir mais quel pays nous allons laisser aux générations à venir, c'est pas un crime. Je ne vois vraiment pas. Alors quand vous faites le parallélisme avec mon prédécesseur, ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous que mon prédécesseur était arrivé à échéance, c'est-à-dire 2016, sans organiser les élections. On était déjà dans l'illégalité. Il n'y avait pas de guerre, comme aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui avait empêché d'organiser les élections en 2016? C'est pourquoi, à ce moment-là, on a dit, donc ça veut dire que non seulement vous ne les organisez pas, mais en plus, vous voulez changer la Constitution pour demeurer encore au pouvoir, etc. C'était un autre débat. Ce n'était pas la même chose. Et donc là, à ce moment, on s'oppose pas parce qu'on aime la Constitution, on s'oppose parce qu'on veut empêcher celui qui est là de le faire. Et donc, si ça m'arrive à moi de le faire, d'abord, sauf évidemment situation contraignante comme celle d'aujourd'hui de la guerre, que j'espère terminer le plus rapidement possible. Mais si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu, quand même. Vous conviendrez avec moi. Comment est-ce qu'on va organiser les élections? Regardez en Ukraine. En Ukraine, ça fait 2 ans qu'il aurait dû y avoir des élections. Mais le monde entier a compris que M. Zelensky, le président Zelensky, ne puisse pas les organiser. Et c'est vrai. Comment est-ce qu'il va organiser une guerre en ayant le couteau sous la gorge, comme c'est le cas? Alors, lorsqu'il m'accuse d'entretenir la guerre, ou ce que vous dites là, alors je me demande dans quel monde on est là. Donc comment est-ce que moi je peux faire pour être à la fois du côté Congo et passer du côté Rwanda pour inciter les forces rwandaises à nous agresser? Comment je peux réussir cet exercice-là? C'est étonnant. Cette guerre, je vous dis, elle nous a été imposée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, des langues se délient. Je ne sais pas s'il y aura une question sur ce sujet, mais dans la communauté Banyamulenge, qu'on a longtemps utilisé comme prétexte, etc., pour justifier la guerre qu'on nous fait, les langues se délient. Vous savez que pendant que nous filions la parfaite entente avec mon voisin et homologue qui m'agresse aujourd'hui, mais il armait les fameuses raids de Tabara, ces milices burundaises, Tutsi burundaises, je le dis comme ça pour bien vous situer la question, il les armait pour attaquer les communautés Banyamulenge. Et il y a eu des dégâts, ils ont tué beaucoup de communautés, et on attribuait ça au Maï Maï. Mais en réalité, c'était le Rwanda qui le faisait, pendant que nous avions vraiment une entente parfaite. Donc vous comprenez que c'est vraiment diabolique ce que nous vivons là. Et que donc nous devons absolument mettre fin à tout cela pour oser réfléchir quand même, oser, voilà, c'est votre nom, pour oser réfléchir ou commencer à réfléchir à cela. Non, moi je ne veux pas m'accrocher au pouvoir, mais je veux servir mon pays. Et je le servirai avec toute l'énergie qu'il faudra jusqu'au moment où je passerai la main. Et pour moi, le scénario dans notre pays sera défini par celui en qui je crois plus fort que tout, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant. C'est tout. Personne en ce moment, aucun expert ne sera capable de donner le scénario, la situation dans laquelle le Congo sera en 2028. Et moi, tant que cette guerre ne sera pas terminée, pour moi, le combat continuera. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est sur le dialogue, sur l'organisation d'un dialogue politique. Mon cher Osé, donnez-moi une garantie que si je convoque des compatriotes en forum ici pour un dialogue
intercongolais, la guerre prendra fin. Donnez-moi une seule garantie et je me mets à la tâche et on convoque ce dialogue. Croyez-vous vraiment que c'est parce que quelques Congolais se seront réunis à Kinshasa ou ailleurs dans la République que le Rwanda comprendra le message et il quittera, il va retirer ses troupes? Ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver ici, faire un dialogue, parce que je connais les visées de ceux qui demandent ce dialogue. C'est d'aller dans un gouvernement, etc. Mais croyez-vous qu'après ça, les Rwandais prendront peur et ils vont quitter notre pays? Je vous ai démontré ici que leur économie est basée sur ces pillages. Donc, ils vont se battre jusqu'à la dernière énergie avant de quitter le sol de ce pays. Et c'est pour ça que des alliés puissants comme les États-Unis sont nécessaires pour nous aider à les faire déguerpir de là. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, le dialogue, moi je suis ouvert. J'ai rencontré d'ailleurs des opposants, je les ai rencontrés. Et aujourd'hui, on en a des anciens opposants qui sont au gouvernement. Je dis anciens parce qu'ils sont... Donc, c'est vous dire que je suis vraiment ouvert. Je suis ouvert à dialoguer, au dialogue avec tous mes compatriotes, quels qu'ils soient. Je n'ai aucune difficulté à ça. Je suis quelqu'un d'ailleurs, ceux qui me connaissent bien en privé, ils le savent. Je parle avec tout le monde, tout le monde. Moi, je ne me la joue pas président de la République, je ne contacte pas celui-là. Non, je parle avec tout le monde. Et j'aime entendre d'ailleurs les gens parler, m'exprimer leurs desiderata, parce que j'aime aider les gens. Je n'aime pas voir les gens malheureux. Je veux résoudre les problèmes. Peut-être j'en fais un peu trop, mais c'est ça. J'essaie de faire ce que je peux. En tout cas, tant que je serai là, c'est à ça que je ferai. Je m'adonnerai. Donc, le dialogue, je le veux, mais je veux un dialogue qui soit conditionné par la paix totale et véritable sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. On ne doit pas insulter nos compatriotes de l'Est qui ont besoin de nous. Est-ce que vous savez qu'à Goma et à Bukavu, beaucoup de nos compatriotes sont désespérés. Beaucoup, moi je reçois des appels des gens qui me disent « mais nous avons l'impression d'être abandonnés, d'avoir été abandonnés par Kinshasa ». Moi ça me chagrine, ça me fait très mal parce que je vois comment je me casse en plusieurs morceaux pour les sortir d'affaires, mais ils continuent de penser à ça. Donc ça veut dire que nous devons leur montrer, leur envoyer des signaux positifs, leur faire comprendre qu'on ne les a pas oubliés. Alors tenir un dialogue comme si eux n'existaient pas ou comme si leur situation était normale, je trouve que c'est indélicat et irrespectueux. Voilà. Monsieur Peter, je vous vois. Monsieur Bossolo, je vous vois. On passe au social, aux questions économiques, si vous voulez bien. N'oubliez pas qu'il y a quand même une dernière thématique où on va ramasser encore une fois toutes les questions. Gardez vos questions, s'il vous plaît. On passe au social. Économie, les questions économiques. Qui mieux que vous, monsieur Willy Kalingai? Allez-y. Monsieur le Président, permettez-moi de partager avec vous deux chiffres. Le premier chiffre, c'est 300 millions. C'était le budget du Zaïre vers la fin des années 90. Le deuxième chiffre, c'est 22 milliards. C'est le budget d'aujourd'hui, 2026. Nous aurons donc connu un accroissement de 7200%, ce qui est quand même extraordinaire. Je pourrais dire que le Congo s'est enrichi, mais le Congolais, lui, s'est appauvri. Le Congolais a continué à s'appauvrir parce qu'il est à $200 par an, par habitant, et autour de plus de 50% de sa population sous les seuils de la pauvreté. C'est quand même une inquiétude, comment un pays qui continue à croître par les moyens peut reproduire une telle pauvreté dans la population. Mais je ne suis pas là. Je vais plus loin. Plus loin, ça signifie, je vois que des efforts sont menés, notamment dans la transformation de l'économie, grâce par exemple au contrat avec les Américains. Mais mon inquiétude est celle-ci. Quand ces contrats ou quand ces investissements vont venir,
ils vont toucher les zones à potentiel minière. Les Américains viennent pour les mines, et les mines ne sont pas partout. Il y a des provinces qui vont rester, malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure, innocents, dans la précarité. Lui, il a cité le Sambo, je peux citer les Bazouélé, totalement enclavés, sans mine, donc sans espoir pour demain. Par contre, leurs voisins, par exemple, le Haut-Ouélé, il y a quand même un peu de minerais, donc et ils peuvent un tout petit peu voir clair. Ma question est celle-ci, Monsieur le Président. Comment nous allons faire une histoire de partage équitable de la prospérité? Comment le Congo, qui gagnera des moyens, va cesser de produire des pauvres? Parce que c'est une question de décision et d'affectation des ressources. C'est une décision, c'est une question de politique publique. Et je sais que vous êtes convaincu de mener une politique publique d'équité. Vous venez de l'IDPS, c'est quand même le progrès social. Alors, je voudrais vraiment être rassuré que je ne me suis pas trompé, que mes enfants ne vivront pas dans un pays encore plus pauvre, mais avec un budget très élevé. Merci, Monsieur Willy Kalingay. Je pense que la question est bien comprise. Oui, merci, Willy. Mais d'abord, détrompez-vous. Hein. D'entrée de jeu, je voudrais préciser quelque chose. Ce n'est pas vrai de dire que les Américains ne viendront que dans les mines. Non. Déjà, dans les mines, ils viendront et ils nous aideront à transformer localement. Donc, ça créera déjà d'autres activités. Mais en plus, ils sont intéressés par les infrastructures. Ils sont intéressés par l'agriculture. Ils sont intéressés par la santé, la construction des hôpitaux. Ne vous en faites pas. C'est un vrai partenariat. En parlant aussi, ils sont intéressés par l'armée, la police et tout ça. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Américains sont intéressés. Évidemment, aujourd'hui, les minerais congolais, les minerais stratégiques, je pense ici au cobalt, au lithium, au tungstène, manganèse et autres, nickel, chrome et tout ça, sont prisés évidemment dans leurs industries de haute technologie. Et avec la marche du monde aujourd'hui, on a l'impression que c'est le retour à l'armement. Et donc, ça suscite un intérêt encore plus fort par rapport à la recherche des minerais importants. Les terres rares aussi, j'oubliais, les terres rares. Et nous avons les meilleures terres rares du monde. Donc, vous voyez, nous sommes un pays béni. La deuxième correction que je voudrais vous faire, attention, n'allez pas vite en besogne en disant il y a des provinces qui sont démunies, qui seront oubliées. Le Congo est une bénédiction. Le Bazouélé que vous venez d'évoquer a de l'or. Vous ne le saviez pas, mais il y a déjà de l'exploitation d'or. Notre gouverneur en a parlé avec moi et il est en train de mettre une structure provinciale qui va l'accompagner accompagner la province et je l'y ai vraiment encouragé. Nous sommes un scandale géologique, croyez-moi. C'est une bénédiction. Je vous parle des terres rares parce que nos terres rares, par exemple, on les ramasse à la pelle. Tandis qu'ailleurs, aux États-Unis et dans d'autres pays où il y a des terres rares, ils doivent procéder par des explosions de roches pour ensuite en faire les moudre, en faire de la terre, du sable. Et c'est très radioactif parce qu'il y a de l'uranium dedans. Tandis que les nôtres, c'est comme si vous étiez à la plage et que vous ramassiez du sable. Et c'est le seul au monde comme ça. Donc c'est vous dire vraiment que nous sommes vraiment dans un pays béni. Mais il n'y a pas que le budget que nous avons décuplé. Nous avons fait beaucoup de choses. L'inflation a été ramenée par le cadre macroéconomique maîtrisé, les réserves. Le problème, c'est que nous sommes impatients. Et comme nous sommes un régime démocratique, les gens élèvent